On en est à 1 degré de réchauffement à la surface de la Terre. C'est dû à nos rejets de gaz à effet de serre. Mais quelque part, on a de la chance. Parce que, en particulier sur nos rejets de dioxyde de carbone, il y en a une grande partie qui est reprise par les océans et une grande partie qui est reprise aussi par la végétation et les sols. Tout ça représente à peu près la moitié des émissions humaines chaque année. Lorsqu'une méduse avale un artémia, elle participe au stockage du carbone dans l'océan. Et le ver de terre, en se nourrissant de matière organique en décomposition, stocke le carbone dans le sol. Forêts et océans capturent le CO2 de l'atmosphère et le stockent dans les profondeurs sous une forme minérale, agissant ainsi comme d'authentiques puits de carbone. Étudier et comprendre ces puits naturels de carbone pour à la fois tenter d'en accentuer l'efficacité et les protéger sur le long terme devient aujourd'hui la priorité de nombreux scientifiques. On a une communauté scientifique très dense en France et dans le monde qui va mobiliser des chercheurs d'horizons différents finalement. On va avoir des océanographes, on va avoir des agronomes, on va avoir des biologistes, on va avoir des physiciens, des chimistes, des spécialistes des méthodes numériques qui vont finalement travailler ensemble pour cette compréhension des éléments clés du cycle du carbone. Le cycle naturel du carbone est perturbé par l'activité humaine qui émet une grande quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Seule la moitié de ce CO2 anthropique est absorbée par les puits de carbone. L'autre moitié se mélange dans l'ensemble de l'atmosphère et est en partie responsable du changement climatique. Ce CO2 qui est fixé par l'océan, il est fixé de plusieurs manières. La première, c'est le pompage physique, en fait, simplement par les courants qui prennent du CO2 en surface et qui l'emmènent en profondeur. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une pompe biologique, où les organismes interviennent pour prendre du carbone en surface et l'exporter, le stocker au fond de l'océan. Deux processus font des océans le principal puits de carbone. Dans le processus physique, le CO2 atmosphérique va se dissoudre naturellement à la surface de contact entre l'air et l'eau et plonger dans les eaux profondes grâce aux grands courants marins. Ce processus concerne particulièrement les océans froids qui vont absorber plus de CO2 que les océans chauds. Le processus biologique s'appuie sur la photosynthèse. À la surface des océans, le phytoplancton, ou plancton végétal, absorbe le dioxyde de carbone et le transforme en matière organique grâce à l'énergie que lui fournit la lumière du soleil. Une partie du phytoplancton, en mourant, va se déposer au fond des océans et participe ainsi au stockage de carbone dans les profondeurs. Une autre partie sera mangée par le zooplancton ou plancton animal. Ce zooplancton produira des matières fécales ainsi que d'autres déchets de matières organiques mortes qui sédimenteront, participant également au stockage du carbone. Parmi les innombrables espèces de phytoplancton et de zooplancton, les chercheurs s'intéressent particulièrement aux diatomées et aux salpes, deux familles planctoniques très actives dans le stockage du carbone. Les diatomées capturent la lumière du soleil grâce à leur chloroplastes et créent ainsi de la matière organique par photosynthèse. Une partie de cette matière s'agrège et gagne les profondeurs sous l'action de son propre poids. Une autre partie est mangée par le zooplancton et notamment par les salpes. De véritables aspirateurs pouvant filtrer plusieurs centaines de litres d'eau par jour. Chaque salpe va produire beaucoup de pelotes fécales très denses qui vont elles aussi sédimenter au fond des océans.
Notre travail traditionnel ou classique, c'est d'augmenter les connaissances sur le fonctionnement de l'océan, par exemple, dans son rôle de puits naturel de carbone. On travaille aussi sur les projections. Donc il y a une demande sociétale sur qu'est-ce qui va advenir de ce puits de carbone au cours des prochaines décennies. Pour faire ça, on a besoin de plein de choses, mais on a besoin de savoir comment les puits de carbone vont répondre à l'évolution du CO2 et à l'évolution du climat. Donc on a besoin de connaître les mécanismes fins qui expliquent le puits de carbone océanique et qui vont piloter ce puits au cours des prochaines décennies. On a découvert plein de choses ces derniers temps, le rôle des tourbillons dans l'océan, comment ces tourbillons pilotent en partie l'absorption de CO2 dans l'océan. Et ça, c'est des choses qu'on ne savait pas il y a une dizaine d'années et qu'on commence à découvrir. De la même façon, les mécanismes biologiques entre la surface et le fond, la pompe biologique de carbone, on a découvert beaucoup de choses, mais on a encore besoin d'apprendre sur le fonctionnement de cette pompe biologique et sur la façon dont la pompe biologique va répondre au changement climatique. Des prélèvements dans les profondeurs marines, effectués tout au long de l'année, vont permettre d'évaluer ce processus de sédimentation ou flux de carbone en étudiant les déjections, déchets et autres cadavres. Dans un échantillon de pièges à particules, donc il y a effectivement les organismes marins, mais il y a aussi ce flux passif, donc cette matière qui tombe passivement, des agrégats de matière organique qui sont ici. Donc il y a du phytoplancton, il y a aussi des pelotes fécales, il y a un peu de tout. Donc ça tombe, toutes ces particules qui tombent, et des très fines particules donc qui s'agrègent. Et tout ça, c'est le flux de carbone, donc c'est tout ce qui tombe. Comme la bouée instrumentée boussole, qui va mesurer les phénomènes physico-chimiques et biologiques à l'œuvre dans la séquestration du carbone, satellites et robots profilants aux actions et résultats complémentaires vont être convoqués pour situer les concentrations de phytoplancton et comprendre comment fonctionne la pompe biologique dans les profondeurs et sur la durée. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une carte de richesse en phytoplancton qui est obtenue par satellite. Donc, si vous voulez, les couleurs chaudes, violet, jaune et orange, ce sont les régions dans lesquelles on a beaucoup de phytoplancton. Et au contraire, les couleurs froides, donc les zones bleues, c'est là où on a très peu de phytoplancton. Donc, ce qu'on voit, c'est des régions, notamment aux hautes latitudes en été, dans lesquelles on a des efflorescences de phytoplancton qui sont intenses, qui sont donc associées à la production biologique du phytoplancton et qui vont potentiellement donner lieu à de l'export, à la séquestration de carbone. Depuis une dizaine d'années, on déploie dans l'océan des robots profilants, les flotteurs profileurs, qui, contrairement aux satellites, vont observer l'intégralité de la colonne entre la surface et une profondeur de 2000 mètres environ. Jusqu'à présent, on l'étudiait essentiellement à partir de bateaux. Et un bateau océanographique, vous le mettez en un point donné à un moment donné, mais vous ne pouvez pas mettre des scientifiques pendant plusieurs années sur le même bateau pour réaliser des mesures. Et l'avantage des robots, c'est que finalement, ils nous permettent d'acquérir ce qu'on appelle des séries temporelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester en mer 3, 4, 5 ans. Donc on a un continuum d'observation qui nous permet de réaliser et de mieux comprendre comment la pompe biologique fonctionne, non seulement concernant la partie gravitationnelle, c'est-à-dire les particules qui tombent, mais aussi potentiellement et à terme, on va pouvoir caractériser la migration des organismes, aussi bien que certains de ces courants qui envoient cette matière en profondeur. Ces robots, en fait, partent de 2 km de profondeur et remontent jusqu'à la surface. Et ils transmettent par satellite l'ensemble de leurs données à terre. Les scientifiques ont la capacité d'envoyer des commandes et de dire aux robots de changer, parfois, ces paramètres de mission. Les données sont disponibles pour l'ensemble de la communauté dans les 24 heures de leur collecte. Donc c'est un exemple de partage des données à l'échelle internationale pour la compréhension d'un problème qui est de nature globale et qui concerne tout le monde.
Les photos prises par les robots montrent les agglomérats de matière organique en transit vers les profondeurs de l'océan. Elles vont permettre aux chercheurs d'évaluer l'efficacité réelle du stockage de carbone. Ce qu'il faut voir, c'est que sur 500 grammes de carbone qui va être produit dans 1 mètre carré d'océan, par exemple, eh ben, vous allez peut-être en avoir 10 grammes environ à 500 mètres, parce que le reste, sur les 490 grammes, auront été consommés par un ensemble de prédateurs de particules qui peuplent la colonne d'eau entre la surface et 500 mètres de profondeur. Ce qui veut dire que de cette grande capacité au départ qu'a l'océan à piéger du carbone par la photosynthèse, en fait, il a une très faible efficacité à le transporter au fond des océans. 10 grammes qui arrivent à 500 mètres, en général, ce qui va arriver à 1000 mètres, ça va être de l'ordre de 1 gramme. C'est-à-dire que 99% de la matière qui a été produite dans les 50 premiers mètres de l'océan et qui, à un moment donné, a sédimenté en profondeur, a été consommée par les organismes qui vivent en profondeur. Ainsi, seule une petite partie du CO2 capturé par le plancton en surface sera stockée dans les profondeurs de l'océan. De plus, les derniers travaux montrent que ce pouvoir naturel de stockage de l'océan a tendance à diminuer. En fait, un certain nombre de travaux théoriques ont montré qu'en raison du changement climatique, l'océan pourrait être moins efficace pour pomper du CO2. Alors je donne un exemple assez simple. Le mécanisme principal qui fait que le CO2 se dissout dans l'eau de mer, c'est parce que le CO2 est soluble dans l'eau de mer et donc le CO2 se dissout dans l'eau de mer de surface. Ensuite, il va être emmené par les courants, se mélanger avec les eaux plus profondes. Et donc ce sont d'abord des mécanismes physico-chimiques qui expliquent le puits de carbone dans l'océan. Ces mécanismes physico-chimiques ils pourraient être moins efficaces dans le futur. Alors 2 mécanismes simples. Le premier, c'est lié à l'augmentation de température. Quand la température de surface de l'eau de mer augmente, la solubilité du gaz diminue. Et donc l'océan est moins efficace pour pomper ce dioxyde de carbone. Premier mécanisme. Et le deuxième mécanisme, c'est aussi le fait qu'avec le changement climatique, la circulation de l'océan va changer, ou est déjà en train de changer, et on s'attend à un océan qui soit plus stratifié, avec moins de mélange entre les eaux de surface et les eaux de fond. Et donc le CO2 qui est capté dans les eaux de surface va se mélanger moins facilement avec les eaux de fond, et ça va rendre l'océan moins efficace pour pomper du CO2. Mais il existe des écosystèmes côtiers, comme les forêts de mangroves, ou ici les herbiers de Posidonie, en Méditerranée, qui constituent des puits de carbone majeurs à court et à long terme. Toutes ces plantes marines recouvrent des étendues plus vastes que la forêt amazonienne. Aussi, l'étude de ces immenses prairies sous-marines et leur préservation apparaît comme une priorité. Il y a plusieurs aspects à considérer. Le premier, c'est qu'il faut d'abord conserver les écosystèmes de ces plantes marines intacts. Et c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de ces écosystèmes qui sont détruits par les activités humaines. Par exemple, les mangroves dans la zone intertropicale qui sont coupées, déforestées de manière à pouvoir faire des bassins d'élevage de crevettes. Et donc, en faisant ça, on expose à l'atmosphère du carbone qui a été stocké durant les décennies et les siècles précédents. Et donc, on fait de ces systèmes qui étaient des puits de CO2, on en fait des sources. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, deuxièmement, on peut aussi s'intéresser à essayer de voir comment on peut augmenter leur stockage. Donc, par exemple, pour restaurer des écosystèmes qui ont été précédemment endommagés, parce que non seulement ces écosystèmes fixent du carbone, mais ce sont des zones où les poissons viennent se reproduire. Ce sont donc des sortes de nurseries. C'est des méthodes qu'il faut absolument mettre en œuvre dès aujourd'hui. On sait faire et on sait que c'est efficace et que ça présente beaucoup de co-bénéfices.
Le puits de carbone terrestre procède de la même façon que le puits océanique. L'ensemble de la végétation capture le CO2 de l'atmosphère par ses contacts avec l'air. Tous les végétaux vont relâcher de la matière organique, branches mortes, feuilles en décomposition, racines desséchées, qui vont profiter à l'ensemble du monde vivant, colamboles, oribates, luules et finalement bactéries. Puis, l'eau et les vers de terre vont emporter dans les profondeurs le carbone, ainsi minéralisé, qui se trouve alors piégé dans le sol. Les racines océans qui font leur travail. Puis la présence de la matière organique qui va changer un peu la structure et la compacité. Oui, sur la compacité. La compacité, c'est là, tu rentres comme dans du beurre. Ouais. Ouais, mais parce qu'il y a du monde qui travaille et qui du coup qui aère un peu tout ça. Ouais, t'as des couleurs très... c'est bien contrasté quand même. Là, la couleur sombre, c'est le carbone issu des arbres qui se transforme en matière organique et qui est stocké dans le sol. Plus on est en superficie, plus on a de carbone, de par le fait qu'il vient de la surface par les plantes. Un des enjeux du projet sur lequel nous travaillons est d'estimer le potentiel de stockage à la fois des sols agricoles et des sols forestiers et des sols de prairie également sur toute la plaine de Versailles et de voir quelle possibilité il y aurait d'augmenter ce stock sous les trois usages. Oui, là c'est absolument pas représentatif de la réalité. Pour les biologistes du sol, il s'agit de comparer la durabilité de stockage du carbone dans un sol forestier par rapport à un sol agricole. Il y a une nette différence entre ces deux échantillons. Là, tu es sur l'échantillon de forêt. Ça, c'est la forêt, ça, c'est la culture. Et en forêt, on voit un pic très précoce, puis un second ici. Donc ça veut dire qu'il y a une fraction labile ici beaucoup plus importante en forêt qu'en culture, où on ne le voit pas du tout. Ah oui, là, il n'y a pas grand-chose, ouais. D'accord, ouais, bah, c'est vrai que bon, c'est ce qu'on attendait, hein, mais là, c'est très net. C'est confirmé par l'analyse, et en plus, on peut le quantifier. C'est ça qui est intéressant. En utilisant ces signaux, on arrive à déterminer quelle est la proportion de carbone stable dans un échantillon de sol. Donc pour nous, carbone stable, c'est du carbone qui va rester plus d'un siècle dans le sol. Les analyses montrent que le carbone capturé en sol forestier s'échappe de façon plus importante que dans les sols agricoles. Si augmenter la teneur organique des sols agricoles paraît être une solution d'autant plus avantageuse qu'elle en améliore la fertilité, comment garder le plus longtemps possible le carbone ainsi rajouté dans le sol ? Les aliments que nous consommons proviennent de 99% du sol. Ce n'est pas l'océan qui va nous nourrir et du coup, les sols sont très importants et il faut les préserver. Et depuis l'introduction de l'agriculture, les sols agricoles ont perdu beaucoup de leur matière organique due à une cultivation intensive. Et nos travaux, les travaux que je dirige, notamment sur les associations compost et biochar, permettront de rétablir le taux de matière organique dans ces sols et permettront aux sols de regagner leur fonctionnement. Le biochar, c'est en fait de la biomasse végétale qui a été pyrolysée, voilà, c'est-à-dire qui a été consumée mais sans oxygène. Et donc c'est très riche en carbone stable, donc il va être difficilement dégradable par les micro-organismes. Tandis que le compost, c'est donc aussi issu de la biomasse végétale, mais il a subi un traitement différent. Enfin, il est composé d'éléments beaucoup moins stables que le biochar. Et donc l'intérêt qu'on connaît du biochar, c'est surtout que c'est beaucoup plus stable comme élément, et c'est très poreux, entre autres. Donc ça retient beaucoup l'eau. Et c'est un habitat favorable pour les micro-organismes.
Améliorer le taux de matière organique dans les sols permettra de redonner les fonctions au sol, leurs fonctions en termes de stockage de carbone, en termes de stockage de l'eau, en termes de stockage de nutriments, l'énergie pour l'activité microbienne dans les sols, redonner la vie au sol. C'est très important, cette mélange, parce qu'on arrive en même temps à stabiliser du carbone et en même temps à augmenter la fertilité du sol et la productivité agricole. Et du coup, ça va nous permettre aussi de lutter contre la faim, disons comme ça, pour assurer la sécurité alimentaire pour les 10 milliards de personnes qu'on va être en 2050. Les pratiques agricoles, aujourd'hui, rejettent des gaz à effet de serre. Dans l'ensemble, le système alimentaire, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Or, il y a un potentiel d'action qui est formidable. Il y a un potentiel pour, au lieu d'émettre des gaz à effet de serre, avoir des pratiques agricoles qui augmentent le stockage de carbone dans des arbres, pour l'agroforesterie, ou dans les sols par des formes d'agriculture, de conservation ou d'agroécologie. Donc on va avoir un mélange en fait, d'espèces d'arbres et de cultures qui se rendent mutuellement des services et qui permettent d'améliorer la quantité de carbone stockée dans les sols. Puisant entre autres leur origine dans des pratiques agricoles traditionnelles, les techniques de stockage dans le puits de carbone terrestre s'améliorent, bénéficiant de surcroît des progrès importants dans la connaissance de la biologie du sol. C'est assez exceptionnel de voir le foisonnement d'initiatives qu'on a, par exemple, dans le monde agricole. Des expérimentations à différentes échelles, des toutes petites exploitations, des grandes exploitations industrielles, où il y a une expérimentation pour faire, par exemple, une culture de céréales et une culture de couverture qui va améliorer la quantité de carbone dans les sols et permettre d'avoir de la biomasse pour faire, par exemple, du gaz par méthanisation. Et donc, on montre que finalement, les solutions, elles sont multiples. Elles sont à la fois dans des transformations systémiques, mais elles sont aussi du côté des choix, en fait, des styles de vie, des modes de vie, de sorte à aller vers un développement qui soit réellement soutenable. Je crois que ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Et que la seule vraie solution, c'est d'abord de réduire nos émissions avec de la sobriété énergétique, des modifications de certaines technologies, etc. etc. Donc c'est d'abord ça la solution. Alors ensuite, le changement climatique est déjà là. On va devoir s'adapter à ce changement climatique. Et pour faire ça, on a besoin de bien prévoir l'évolution du changement climatique en réponse à nos émissions. Il faudrait réduire de moitié d'ici à 2030 les émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas plus de CO2 dans l'atmosphère que ce que nous, humains, soyons capables d'éliminer et de stocker de manière durable. Mais si les puits de carbone océaniques et terrestres absorbent environ la moitié de nos émissions de CO2, leur capacité de stockage doit être protégée. Car s'ils combattent le changement climatique, ils peuvent aussi en être victimes.